Bon, bonjour et bienvenue pour cette quatrième et dernière leçon ou cours de cette année sur l'activité neuronale dans le développement cérébral précoce. Et donc aujourd'hui, on va reprendre un petit peu ce dont on a parlé dans les cours précédents très rapidement et s'intéresser plus particulièrement dans ce dernier cours à la manière dont des neurones spécifiques des circuits cérébraux, les interneurones GABAergiques dont on a parlé un peu la semaine dernière, mais comment ces neurones-là vont répondre et intervenir dans l'émergence de l'activité dans les circuits cérébraux dans les phases très précoces. Donc, ce qu'on a vu dans les cours précédents, c'était encore une fois que finalement, quand on pense activité, expérience, cette réflexion s'inscrit beaucoup dans une dichotomie qui va être inné-acquis, avec finalement un développement des circuits sous le contrôle de programmes génétiques, un pré-câblage des circuits, et puis que l'activité entrante associée à l'expérience, l'interaction avec l'environnement, va induire un remodelage des circuits qui peut être particulièrement drastique pendant ce qu'on appelle les périodes critiques. Et on a vu des exemples de périodes critiques, notamment la période critique dans le contexte de la vision binoculaire, qui peut avoir des conséquences à long terme et définitives sur l'émergence de circuits fonctionnels. Et puis après, finalement, des circuits qui sont plus capables d'apprentissage en réponse à l'environnement. Et ce qu'on a vu au cours des 3 premiers cours, c'est qu'en fait, l'activité commence vraiment très tôt. Elle est présente dans les circuits dès le développement prénatal. Il y a d'abord une activité spontanée autogénérée, mais il y a aussi une activité qui peut être évoquée même de manière anténatale. Et que finalement, cette activité spontanée, on va la retrouver, précoce, on va la retrouver au sein du cortex cérébral, des circuits corticaux, mais ces circuits vont progressivement être câblés dans des voies ascendantes, et on s'est principalement focalisé sur la voie somatosensorielle et sur la voie visuelle, et que les patrons d'activité qu'on va observer dans le cortex cérébral sont le résultat d'une combinaison d'activités spontanées qui vont être produites soit au niveau de la périphérie, par exemple des mouvements autogénérés ou les vagues rétiniennes, mais on a aussi des vagues d'activité spontanée dans le thalamus et on a également une activité spontanée dans le cortex cérébral. Et donc en fonction du moment où on regarde et de la mise en place des différentes connexions, on va avoir des patrons d'activité très différents dans le cortex cérébral. Donc au-delà de cette vision, finalement, on a une activité précoce qui va définir des périodes de plasticité qu'on va appeler précritiques, simplement parce qu'elles sont avant les périodes critiques qui ont été définies de manière traditionnelle et qui vont être associées à des patrons d'activité, des signatures de patrons d'activité des circuits neuronaux qui changent au cours du temps. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est que cette activité entrante et émergente va quelque part rencontrer ou avoir lieu en même temps que la construction même des circuits corticaux. Et on a vu la semaine dernière qu'on avait finalement à des phases très précoces une arrivée par exemple d'une activité périphérique, sensorielle, qui se produit à un moment où le cortex n'est pas encore construit. Les neurones qui vont recevoir cette activité dans le cortex mature n'ont pas encore migré, ne sont pas encore à leur place. Et finalement, on va avoir une interaction entre cette activité émergente et la construction des circuits qui va permettre l'émergence de différentes séquences, différentes phases de construction des circuits. On a vu qu'il y avait aussi un grand changement sur lequel on va pas mal s'intéresser, on va vraiment se plonger là-dessus. C'est un changement assez fort entre une activité synchrone, ou des activités plutôt, synchrone dans ces phases développementales précoces et finalement une extinction relative de ces activités avec l'émergence de patrons d'activité qui sont caractéristiques des circuits matures, qui sont très éparses, qui vont pouvoir coder de manière beaucoup plus efficace
l'activité sensorielle entrante et qui est caractérisée également par des patrons d'activité spontanée asynchrones. Donc un vrai changement développemental et, on va dire, l'intégration de plusieurs choses qui est l'activité spontanée ou évoquée entrante et émergente et les phases développementales des circuits. Et ce qu'on a vu, c'est que l'activité est très importante pendant cette phase qui est ici représentée sur un plan développemental par une cinétique chez la souris, au niveau donc avec E qui sont des jours embryonnaires, P des jours postnataux, une activité corrélée pendant la fin de la vie prénatale et le début de la vie postnatale, qui précède une activité éparse où on va voir l'individu qui explore le monde, notamment avec ses vibrisses, ses moustaches. Et ici, on s'intéresse aux circuits situés dans le cortex somatosensoriel. Et on a vu qu'on a plusieurs types d'émergence, des projections qui relaient l'information périphérique thalamocorticale, qui vont se ségréger, des neurones qui vont se réorganiser pendant ces phases. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, les patrons d'activité qui, encore une fois, sont générés par une activité périphérique spontanée ou évoquée, si on touche les vibrisses, on peut déclencher une réponse, des vagues d'activité thalamique précoce et une activité spontanée dans le cortex, et que l'intégration de tous ces signaux va générer différentes signatures, initialement assez étalées, puis corrélées de manière très forte, puis corrélées différemment, et puis ensuite éparses, mais elles sont toutes synchrones. Et on a vu que ces activités corrélées non évoquées, largement, étaient responsables ou participent en tout cas à la ségrégation d'axones dans les voies périphériques, l'établissement de domaines plus ou moins grands pour différentes modalités, la ségrégation des axones qui véhiculent l'activité sensorielle, l'information sensorielle dans le thalamus, et la réorganisation de ces neurones pour former cette carte, encore une fois, des vibrisses, des moustaches qui sont présentes sur le museau de l'animal. Donc une phase d'activité corrélée successive qui est très importante pour l'émergence de propriétés fonctionnelles. Et on a vu que finalement, pendant cette phase de développement, on va avoir des activités parallèles dans d'autres régions. Ici, c'est le cortex visuel, mais cette fois-ci, on n'a pas du tout d'activité évoquée pendant un certain temps, puisque l'animal garde ses yeux fermés. Et on a des vagues d'activité rétinienne qui vont générer le même type de séquence. Et bien sûr, beaucoup plus tardivement, l'activité liée à l'exploration de l'environnement par l'individu, aussi bien ici des mouvements actifs des vibrisses qui vont être essentiels pour l'animal pour son exploration, ou ici l'activité vraiment visuelle évoquée, va remodeler bien sûr les circuits, va être importante pour la dominance des colonnes de dominance oculaire dans la voie visuelle comme on l'a vu précédemment et être essentielle. Mais là, vraiment, pendant ce cours, on s'est intéressé à ces phases, plus particulièrement à ces phases précoces. Ce qu'on a vu en fait aussi, c'est que l'activité périphérique, pendant cette phase, elle arrive à un moment où le cortex n'est pas du tout mature. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et finalement, l'information initiale, l'activité, va être relayée par des neurones qui sont initialement des neurones transitoires, ou en tout cas qui vont former des circuits transitoires. Et on s'est intéressé à la sous-plaque, qui est ici essentielle pour faire rentrer les axones thalamiques qui relaient l'information sensorielle. On a vu aussi des cellules de Carl-Redius. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était l'impact de ces circuits transitoires et le rôle des circuits transitoires en se focalisant principalement sur une grande classe de neurones qui sont les neurones de projection ou excitateurs dans le cortex cérébral. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre partie, qui n'est pas l'autre moitié parce que ça ne fait que 20% des neurones du cortex, mais ces interneurones GABAergiques qui utilisent comme neurotransmetteur le GABA sont essentiels pour sculpter, modeler, réguler les rythmes cérébraux et les patrons d'activité dans le cortex. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que ces différents neurones sont organisés en couches avec des flux d'informations
bien établi entre les différentes couches du cortex cérébral, les activités qui vont être ce qu'on appelle ascendantes bottom-up ou descendantes top-down. On a vraiment une particularité des informations qui arrivent sur différentes régions des neurones et dans différentes couches, qui vont être essentielles pour le codage de l'information. Et le flux de l'information est principalement relayé par des neurones, encore une fois, excitateurs de projection, dont on a parlé la semaine dernière, mais vont être modulés par tout un ensemble de neurones GABAergiques, auxquels on s'intéressera aujourd'hui, et qui permettent l'émergence des rythmes. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'au niveau des neurones de projection, on a vraiment... excusez-moi. Au niveau des neurones de projection, quand l'information périphérique arrive, on a des neurones qui vont former des circuits transitoires, notamment ces neurones présents sous la région où vont se former les couches du cortex cérébral, qui s'appellent les neurones de la sous-plaque, mais on a aussi des neurones superficiels, neurones de Carrel-Redius. Ces neurones sont plus ou moins transitoires. Ceux-ci sont en partie transitoires et éliminés par mort cellulaire et en partie vont s'intégrer dans les couches les plus profondes du cortex. Les cellules de Carrel-Redius sont largement transitoires et éliminées. Mais on a un rôle très important de ces neurones, notamment de la sous-plaque, pour relayer l'information sensorielle et sa participation à l'émergence des circuits corticaux. Et ces cellules superficielles vont organiser la lamination et les entrées également dans cette région distale. Notamment, les neurones de la sous-plaque vont permettre de relayer transitoirement l'information provenant du thalamus qui relaie l'information sensorielle via deux types de neurones qui vont permettre, on va dire, d'irriguer ou de faire circuler l'information très tôt, à un moment où les neurones qui sont situés dans la plaque corticale et qui seront la cible plus tard dans le cortex mature de ces informations sensorielles ne sont pas encore en place ou ne sont pas encore vraiment différenciés. Donc des circuits transitoires qui commencent à relayer l'information périphérique, l'information spontanée ou qui commence à être évoquée et qui va permettre de participer, contribuer à ces patrons d'activité dans les circuits. Donc ici, on a représenté finalement ces circuits transitoires avec les axones thalamiques qui commencent à contacter la sous-plaque, qui vont avoir une activité sur la sous-plaque. La sous-plaque va même commencer à innerver cette couche 4, où normalement les neurones thalamiques projettent par la suite. Puis on va avoir un début d'innervation directe de cette couche 4, puis une innervation uniquement sur cette couche 4. Et ces différentes phases correspondent à, on va dire, différentes séquences d'activité dans les circuits. Donc ça a permis de faire émerger l'idée que finalement, on a vraiment, encore une fois, des séquences dans lesquelles l'activité va jouer des rôles un petit peu récurrents. C'est-à-dire, on va avoir la mise en place de couches corticales, de pré-circuits, qui vont notamment le développement de neurones de la sous-plaque. On a une activité qui émerge dans ces circuits et puis l'activité thalamique entrante va moduler ces circuits et l'activité entrante va permettre de changer les circuits, par exemple en régulant l'élimination de certains neurones, comme les neurones de Carrel-Redius, mais aussi l'élimination par mort programmée de différents neurones, ou la réorganisation des circuits, comme les axones thalamiques qui arrivent dans la couche 4. Et ça va permettre de faire émerger un deuxième circuit finalement transitoire. Et puis on va avoir un autre type d'activité entrante. Par exemple, on va commencer à avoir un peu plus d'activité évoquée, donc le patron d'activité va changer. Et ça va encore une fois permettre de remodeler la circuiterie. Donc on a un autre patron d'activité associé à ce circuit transitoire, etc., etc. Et donc, au lieu d'avoir un pré-circuit qui reçoit de l'activité qui est plus ou moins raffinée, on a vraiment des séquences développementales où l'activité entrante contribue à la construction de circuits transitoires. Ces circuits sont remodelés et on va avoir une activité entrante qui va changer tout ça. Donc en lien avec le fait que ces différents circuits transitoires existent, on a dans différentes pathologies
le maintien, par exemple, de ces neurones transitoires ou de ces circuits transitoires qui est associé à une activité anormale des circuits corticaux et associé à différentes pathologies. Et par exemple, une naissance prématurée très précoce, associée par exemple à de l'inflammation ou à des événements d'hypoxie, dont on sait qu'ils peuvent altérer la sous-plaque, est particulièrement concernée dans ce contexte où on a des modifications des circuits transitoires. Donc on se retrouve finalement avec une interaction, vraiment des phases d'activité spécifiques, des remodelages, différentes phases, et on a vu que la sous-plaque était très importante pour relayer cette information, participe à des circuits transitoires, et on s'est beaucoup intéressé à ce que l'activité pouvait bien faire sur la construction, le remodelage, encore une fois, des neurones excitateurs pyramidaux ou en tout cas glutamatergiques dans les circuits. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est également la contribution de l'autre partie des neurones corticaux, qui sont ces interneurones GABAergiques inhibiteurs. Et ce qu'on va voir, c'est que cette phase est également associée avec une maturation de l'inhibition qui va agir comme un vrai, on va dire, designer ou sculpteur de l'activité des circuits et va mettre en place des rythmes, des patrons d'activité bien particuliers qui vont contribuer à l'émergence de circuits fonctionnels matures. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est revenir un petit peu sur ces interneurones GABAergiques. Qu'est-ce que c'est? D'où ils viennent? Il y en a beaucoup. Ils ont des patrons de connectivité, des activités différentes. Comment est-ce qu'on peut les classer? Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut faire des grandes classes ou pas? On va regarder un petit peu les cinétiques développementales de ces interneurones, d'où ils émergent, comment ils se câblent. Et puis, on va s'intéresser également à des circuits transitoires. On a également des circuits transitoires avec différentes classes d'interneurones qui vont être très importants pour orchestrer, eux aussi, des séquences développementales. Et enfin, on essaiera d'intégrer un petit peu tout ce qu'on a vu dans l'ensemble de ces cours et de parler de comment ou pourquoi est-ce que ces considérations sont importantes pour considérer ou, on va dire, réfléchir au développement des circuits corticaux dans un contexte normal, mais également dans le contexte pathologique de différentes maladies neurodéveloppementales. Et on parlera plus particulièrement des troubles du spectre autistique en cette journée de sensibilisation aux troubles autistiques. Voilà, ça va? Oui. Ouais. Ok. Donc, revenons sur l'organisation des circuits corticaux. Donc, encore une fois, on a différentes couches, des neurones pyramidaux, les entrées thalamiques sensorielles qui arrivent sur la couche 4, qui sont, ça c'est un schéma classique, extrêmement simplifié et probablement un peu faux, des entrées, puisque les entrées thalamiques peuvent aller dans toutes les couches, mais principalement dans la 4, dans la couche 2, 3, et on a ensuite, finalement, on va dire, un retour sur les couches 5, 6 qui vont aller soit vers des couches sous-corticales, soit revenir sur le thalamus. Et on a des informations d'autres couches corticales qui arrivent ici ou plus bas et qui vont donner, on va dire, un feedback ou des informations différentes. Il y a aussi beaucoup d'informations neuromodulatrices, de l'attention, et qui vont médier d'autres retours, encore une fois des retours descendants, qui vont permettre de véhiculer des informations associées à l'état de l'individu, mais aussi à des représentations internes qui ont déjà été établies par tout ce que l'individu a vécu. Donc une confrontation entre des entrées sensorielles, bottom-up, ce qui est vécu, et des informations liées au contexte et à des représentations passées. Alors ici, les interneurones sont représentés en violet, on en a quelques exemples, mais en fait, il y a une myriade de ces interneurones GABAergiques qu'on peut vraiment cataloguer ou classer par des morphologies très différentes, l'endroit où ils font leurs synapses sur le corps cellulaire des neurones pyramidaux,
des marqueurs moléculaires qui vont permettre de caractériser différentes classes et des propriétés électrophysiologiques intrinsèques de ces cellules. Et alors, il y a énormément de classes. On peut retrouver à peu près les mêmes classes chez différentes espèces. On retrouve les mêmes classes dans différentes régions corticales. Il y a même beaucoup de travaux de transcriptomique comparative ces dernières années ont permis de montrer qu'en fait, leurs propriétés sont, en tout cas moléculaires, sont assez conservées entre différentes espèces, ce qui suggère, et on va le voir, qu'elles ont des propriétés intrinsèques associées à leur génération, des programmes développementaux qui, en partie, leur permettent d'acquérir ces différentes propriétés. Et on peut quand même les regrouper dans des grandes classes cardinales que je vais vous présenter ici. Alors, c'est des grandes classes, c'est extrêmement schématique, mais ça permet finalement d'avoir un schéma un petit peu conceptuel. Donc, on a des neurones qui vont principalement cibler le corps cellulaire et vont avoir une activité très forte sur l'activité globale du circuit. Et ces neurones sont en particulier caractérisés par l'expression d'une molécule qui s'appelle la parvalbumine, qui va être notée PV, qu'on a déjà vu, et qui a un effet très fort sur l'activité des neurones pyramidaux. Des neurones chandeliers dont je parlerai très peu, mais qui ciblent la région qui va permettre d'initier un potentiel d'action, qui eux aussi ont une action très forte, permettent de complètement inhiber l'activité des neurones pyramidaux. Mais j'en parlerai très peu parce que c'est une population très particulière. Voilà. On a des neurones à somatostatine, SST ou SOM, qui vont cibler différentes régions des dendrites, comme par exemple les dendrites apicaux ici, et qui ont une morphologie assez particulière. Bonjour. Et d'autres types de neurones qu'on peut regrouper dans une grande classe. Par exemple, des neurones bipolaires qui expriment un neuropeptide VIP ou des neurones qu'on appelle neurogliaformes, qui sont principalement situés dans les couches très superficielles, ici, et qui, en fait, vont plutôt se connecter eux-mêmes à d'autres types d'interneurones. Et donc, en fait, on voit qu'en fonction de leur connectivité, de là où ils connectent, ils vont être intégrés dans des circuits ou des motifs fonctionnels qui vont réguler différemment l'activité des circuits corticaux. Donc le premier, par exemple les neurones PV ici, vont être particulièrement importants dans ce qu'on appelle l'inhibition feed-forward. J'en ai déjà parlé, par exemple les axones thalamiques vont en même temps connecter des neurones dans la couche 4 et des neurones PV. Et ces neurones PV vont tout de suite inhiber les neurones cibles. Et donc ça va permettre de raffiner de manière extrêmement précise le patron temporel d'activité de ce neurone en réponse à une entrée. Il va être activé et tout de suite inhibé, donc on va avoir une précision temporelle et une cartographie également beaucoup plus précise des entrées en fonction de ce qu'on a. Donc cette inhibition principalement médiée par ce type de neurone. On peut avoir d'autres types d'inhibition, feedback inhibition, avec la mise en place de circuits récurrents qui est principalement régulé par ces interneurones-là. Et puis d'autres circuits, notamment associés à ces deux classes d'interneurones ici, qu'on peut regrouper, qui vont eux-mêmes inhiber des neurones qui inhibent et donc créer ce qu'on appelle une désinhibition. On peut voir ça dans un contexte particulier ici, où on a des entrées neuromodulatrices, des entrées à longue distance, des entrées qui vont pouvoir moduler l'activité de ces neurones, ici, et par exemple, rendre le circuit beaucoup plus réactif. C'est ce qu'on va avoir, par exemple, dans un contexte de stress émotionnel, où à ce moment-là, ces neurones vont être actifs, en réponse, par exemple, à de la noradrénaline, et tout d'un coup, on va avoir activation de ces neurones, qui vont eux-mêmes inhiber ces neurones, et donc le réseau l'activité des neurones corticaux va être amplifiée. Donc par un circuit, vous voyez, par des boucles différentes de régulation, d'activité et de mise en place de ces circuits, on va pouvoir
recruter différents motifs et moduler l'activité des circuits. Et ce processus de désinhibition a été particulièrement mis en évidence dans des contextes justement d'apprentissage associatif ou de mémoire, où on va avoir par exemple ici dans ces connexions à longue distance, la récapitulation ici, l'arrivée d'un stimuli qui est non différencié, et on va avoir une augmentation de la réponse des neurones face à ce stimuli. Par la loi de Hebb, on va avoir renforcement de l'activité de ces neurones et donc mécanisme d'apprentissage, d'association entre les stimuli et la réponse des circuits. Donc des classes cardinales d'interneurones qui sont associées à des motifs et à un codage de l'activité par les circuits qui est extrêmement spécifique. Alors on a vu aussi que ces interneurones finalement viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas générés, on a vu ça la semaine dernière, contrairement aux neurones de projection, ces neurones pyramidaux ou les neurones dans la couche 4, qui sont glutamatergiques, excitateurs, sont générés localement par migration radiaire et vont aller former les couches. Et ces interneurones qui utilisent encore une fois le GABA comme neurotransmetteur, qui chez l'adulte est inhibiteur, mais on verra que justement c'est quelque chose qui peut changer, qui vont plutôt faire des connexions locales qui font que 20% des neurones sont largement produits dans ces régions ventrales qu'on appelle les éminences ganglionnaires, l'éminence ganglionnaire médiane, MGE, ou l'éminence ganglionnaire caudale, et vont être générés localement et migrer selon un trajet qui est assez long pour des neurones dans le cerveau afin d'arriver dans leur couche et leur région corticale de destination. Alors chez l'homme, une grande majorité des neurones, on sait qu'ils sont générés également dans ces régions-là. Il y a probablement des progéniteurs locaux dans le cortex qui sont capables de contribuer à une petite partie d'interneurones. C'est des études très récentes qui ont permis de montrer ça par transcriptomique. Donc, probablement qu'il existe quand même des progéniteurs qui peuvent produire une petite partie des interneurones dans ce contexte-là. Alors, cette migration, comment elle se passe? Donc, encore une fois, ces progéniteurs sont présents dans ces deux régions. Et on va avoir une migration tangentielle, où on va avoir une répartition des neurones initialement dans les zones où il y a des progéniteurs corticaux, sous la plaque corticale, au niveau de la sous-plaque, et au-dessus, au niveau de la zone marginale, là où il y a les cellules de Carrel-Redius. Et ça n'est qu'après que ces interneurones vont changer, adopter une migration radiaire pour venir se positionner à l'intérieur du cortex cérébral. Donc on a finalement une arrivée assez tardive des interneurones par rapport aux neurones pyramidaux qui arrivent dans un deuxième temps. Les différents types de neurones, les différentes classes de neurones sont produits par des régions un peu différentes des éminences ganglionnaires. Par exemple, les interneurones somatostatines, SST, ou PV, sont tous produits par cette région ici, l'AMGE, alors que les interneurones VIP L1 sont majoritairement, très largement, produits par cette région ici, l'éminence ganglionnaire caudale. Et on a des marqueurs moléculaires qui vont permettre de différencier différentes classes d'interneurones dès le début ou dès les premières étapes de développement, de migration des interneurones. Et ça va être essentiel finalement pour suivre un petit peu ce qui se passe. Comme on le verra à la fin, et comme on l'a déjà vu, ces différentes classes d'interneurones, et notamment les interneurones PV, sont particulièrement atteints dans une grande classe, on va dire une famille de maladies neurodéveloppementales, les troubles du spectre autistique, la schizophrénie, mais aussi l'épilepsie. Et donc ces interneurones ont vraiment été l'objet d'études particulièrement détaillées pour essayer de comprendre d'où ils venaient, pourquoi ils étaient altérés dans ces contextes pathologiques. Donc des origines différentes pour différentes classes, ce qui soutient, et on va le voir, est relié au fait que des programmes génétiques assez clairs dans ces différentes régions vont permettre
de spécifier une partie, une grande partie, pour certains neurones, des propriétés de ces interneurones. Par exemple, le fait qu'ils expriment ou qu'ils utilisent ou non la somatostatine, qui est un neuropeptide, le fait qu'ils ciblent des régions particulières des neurones pour établir leur connexion, des propriétés intrinsèques d'activité de ces cellules, etc., etc. Par contre, d'autres aspects, on va le voir, sont modulés ou sont régulés par des processus activité dépendants. Et donc, on a deux types d'informations qui contribuent à la différenciation, l'émergence des propriétés finales des différents types de neurones. Mais le programme développemental initial est très fortement présent dans ces différentes classes de neurones et, on le verra, est différemment présent en fait, dans ces classes de neurones. Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, si, ça marche maintenant. Donc, comme je vous le disais, les différentes classes d'interneurones viennent de différentes régions et maintenant, on a bien établi que des cascades de facteurs de transcription, donc des gènes qui sont capables de réguler l'activité d'autres gènes, vont être particulièrement clés pour induire ou réguler la différenciation, la génération de différents types d'interneurones. La MGE va être différente de la CGE. Et deux autres petites régions que je n'ai pas mentionnées jusqu'à présent, mais qu'on peut regrouper en fait avec la MGE et la CGE, la région préoptique et une région proche de l'hypothalamus, sont aussi importantes pour générer différentes classes d'interneurones. Mais donc des programmes génétiques qui vont conférer à ces neurones des propriétés de base. Je vous ai dit que les différents interneurones sont générés ou produits dans des régions différentes, sous le coup de la régulation de cascades moléculaires différentes, mais on a aussi une régulation temporelle. Par exemple, dans la MGE, on va d'abord avoir production d'interneurones SST ou somatostatine, et uniquement dans un deuxième temps, ça se chevauche, production d'interneurones qui vont devenir des interneurones à parvalbumine. Et donc on a production séquentielle, même si les pics de production sont chevauchants, mais un petit peu comme pour les couches corticales, on va avoir cette fois-ci non pas forcément génération des différentes couches en fonction du temps, mais différentes classes d'interneurones qui vont être produites au cours du temps. D'abord ici les SST, notamment les couches profondes, puis les neurones parvalbumine, et la production des interneurones présents dans la CGE, qui vont donner naissance à cette classe d'interneurones désinhibiteurs, L1-VIP, et globalement produite plus tard, et ici est marqué en bleu. Et les chandeliers, qui sont encore une fois une classe un petit peu à part, sont aussi produits tard, mais on n'en parlera pas pendant ce cours. Donc on a une génération, on va dire, on a une origine géographique et temporelle différentes pour les différentes classes d'interneurones qui vont ensuite aller rejoindre différentes couches. Alors au niveau des flux de migration, les flux de migration sont organisés par des molécules de guidage et donc l'expression de différentes molécules de récepteurs à ces molécules de guidage aussi par les flux d'interneurones, par les interneurones qui migrent et vont être coordonnés pour atteindre le cortex cérébral, ne pas rester dans ces régions ventrales, vont être organisés en flux, ici, comme je vous le disais, avec des molécules qui vont maintenir, par exemple, les interneurones en dehors de la plaque corticale pendant un certain temps. Ici, des molécules attractives comme le couple CXCL12-SDF1, mais on a aussi des molécules répulsives qui vont coordonner ça. Et on a une dispersion tangentielle des différentes catégories d'interneurones qui vont ensuite envahir la plaque corticale et enfin se stabiliser pour trouver leur couche de destination finale, donc une phase qu'on appelle plutôt l'allocation laminaire, où ils vont trouver leur positionnement. Là aussi, pendant ces phases-là, on va avoir des interactions moléculaires qui vont permettre de positionner différents types de neurones. On voit qu'on a plutôt dans les couches profondes des neurones dérivés de la MGE, dans les couches superficielles plutôt des interneurones dérivés de la CGE, mais c'est quelque chose qui est variable, et plutôt des neurones générés tôt
dans les couches profondes et des neurones générés tard dans les couches superficielles, avec un parallèle avec donc les neurones excitateurs. L'allocation finale et la connectivité finale est en grande partie régulée par l'expression conjointe de molécules entre les neurones excitateurs et les neurones inhibiteurs qui vont se trouver quelque part. Mais on a aussi des interactions entre les flux de migration des interneurones, où on peut avoir des neurones qui vont passer par le flux ventral et des interneurones qui vont passer par le flux dorsal, ici au niveau de la plaque corticale, qui vont mutuellement interagir. Donc on a tout un dialogue moléculaire entre les interneurones, les neurones excitateurs qui sont déjà présents, la sous-plaque, les cellules de Carrel-Radius et même les différentes populations d'interneurones qui vont permettre de répartir ces différentes populations. Et puis, en ce qui concerne la région où ces interneurones vont se connecter, on a également bien identifié des couples de molécules d'adhésion entre des interneurones, par exemple ici PV, qui vont cibler le corps cellulaire avec des facteurs particuliers qui sont responsables du fait que ces neurones vont cibler à l'échelle vraiment du neurone une région particulière du neurone pour faire leur synapse, et également des neurones SST, ici, des molécules qui sont importantes là-dedans. Donc en fait, un espèce de cadre ou un pré-cadre vraiment génétique, moléculaire, qui va permettre de répartir ces différents neurones et de faire des connexions particulières entre ces classes d'interneurones et les neurones pyramidaux. Et ici, on a une espèce de récapitulatif de ce qu'on peut voir pour une classe d'interneurones particulier qui est générée ici dans la MGE, qui va migrer dans la zone superficielle, qui descend et va trouver sa position. Et comme on l'a vu la semaine dernière, aussi bien pour les neurones pyramidaux que pour les interneurones, on a une phase de mort neuronale où on a une réduction du nombre de neurones présents. C'est une phase postnatale, et puis un raffinement, une intégration dans les circuits. Donc une partie, comme je viens de vous le dire, de toute cette phase est régulée de manière intrinsèque, génétique, par l'origine, le moment où les neurones sont produits. Ok. Voilà. Je ne touche plus à rien. Mais on va voir que d'autres aspects de la vie de ces neurones vont être régulés par l'activité, et notamment ces phases un petit peu plus tardives d'intégration dans les circuits, d'allocation finale aux différentes couches, d'élimination sélective ou de survie sélective, ça dépend comment on veut le voir, et d'intégration et de maturation dans les circuits. Et que donc tout ce processus qui va être activité dépendant, finalement se produit pendant ces premières semaines postnatales, qui sont exactement les phases développementales qu'on a évoquées jusqu'à présent et dans lesquelles les circuits se mettent en place et se connectent. Voilà. Et donc, encore une fois, ces phases développementales, par rapport au timing, l'allocation, on va dire, physique des interneurones dans les différentes couches se fait vraiment pendant les premiers jours postnataux chez la souris. Puis, on a une phase de maturation et une phase de mort de différents types de neurones, et notamment des interneurones, qui va avoir lieu pendant cette deuxième semaine postnatale et qui va vraiment réguler significativement le nombre de neurones qui sont présents dans les circuits. Donc pendant cette phase, on peut avoir, ici c'est le développement normal, on a à peu près 30% des interneurones qui sont éliminés. Donc c'est un chiffre qui est vraiment loin d'être négligeable. Il faut savoir que générer plus de neurones et en éliminer, c'est quelque chose qui a un coût énergétique, assez élevé, et donc ces phases d'élimination de différents neurones, c'est vraiment des phases qui sont associées à un remodelage, à une construction
particulière des circuits et qui ont forcément un avantage parce que c'est une grosse perte, 30% de ces interneurones. Et puis ensuite, c'est relativement stable. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on module l'activité pendant cette période, on va finalement sauver, et à long terme, le nombre de neurones, et on verra dans quel contexte et lesquels. Et si on diminue l'activité des interneurones pendant cette phase, finalement, ou l'activité des neurones pyramidaux, on peut augmenter l'élimination en fait, globale des classes d'interneurones. Donc on a, de manière activité dépendante, pendant cette phase, vraiment un impact sur la survie des différents types d'interneurones. Mais au-delà de la survie, on a un impact de l'activité, et on va voir comment, sur la migration, la maturation et la mort ou la survie. Alors pour parler de la migration, il faut faire un petit détour par une propriété assez particulière et remarquable de ces interneurones qui est liée au fait qu'elles utilisent comme neurotransmetteur le GABA. Et le GABA est une molécule qui va agir sur des récepteurs particuliers, notamment les récepteurs A, qui vont être ce qu'on appelle des récepteurs canaux. Quand le GABA se fixe sur ces récepteurs, on a l'ouverture d'un canal. Et les ions que vont laisser passer ces canaux sont les ions chlore. Donc en fait, c'est un principe qu'on va retrouver pour beaucoup de neurotransmetteurs. On a des neurotransmetteurs qui ont des récepteurs qu'on appelle ionotropiques. Les neurotransmetteurs se fixent sur des récepteurs qui sont en fait des canaux qui s'ouvrent et qui vont laisser passer des ions qui ont, entre guillemets, une identité différente en fonction des canaux. Or, le chlore, les ions chlore, sont régulés, la densité des ions chlore, la concentration des ions chlore est régulée de manière très spécifique au cours du développement, ce qui fait qu'à des stades immatures, on va avoir une concentration en ions chlore qui est beaucoup plus importante à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur de la cellule. Et donc, quand les canaux s'ouvrent, on va avoir une sortie des ions chlore. Et donc, en fait, dans ce contexte-là, précoce, lié au fait que la concentration en ions chlore à l'intérieur de la cellule, à ce moment-là, est élevée, le GABA va avoir un effet excitateur. Et ça, c'est lié au fait que les transporteurs et la régulation du taux, les transporteurs, les molécules qui importent le chlore à l'intérieur ou qui extrudent le chlore vers l'extérieur, sont exprimés différemment entre des stades précoces et des stades matures. Et donc, quand on a un stade mature, on va avoir des changements de concentration de base des ions chlore. Et donc, à ce moment-là, quand le GABA se fixe, les ions chlore vont rentrer. Et à ce moment-là, le GABA devient inhibiteur. Et donc, ces interneurones qui, chez l'adulte, ont une action inhibitrice, parce que la régulation de la concentration en ions chlore, entre guillemets, impose ou génère des concentrations spécifiques entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule, pendant le développement, peuvent avoir une action excitatrice. Et donc, cette phase particulière, on va avoir un GABA qui peut être excitateur et ensuite un GABA qui peut être inhibiteur, ici en induisant une dépolarisation ou une hyperpolarisation, et qui est liée à des modulations d'expression, ici de ces transporteurs du chlore, qui vont soit réguler l'entrée, soit la sortie des ions chlore dans la cellule. Alors, ce qui est important, c'est qu'on retrouve des modifications de cette balance, de cette régulation et des concentrations en ions chlore dans différents modèles animaux d'autisme. Et il a été proposé que réguler ces concentrations en ions chlore, notamment par des molécules comme la bumétanide, puisse moduler les réponses particulières et donc restaurer l'activité de ces interneurones. Ce qui est sûr, c'est que très tôt, on a possibilité d'avoir un GABA excitateur et qu'il a été proposé que cette modulation de GABA excitateur et de balance d'excitation et d'inhibition
induites en réponse au GABA et en réponse au glutamate puissent vraiment jouer sur la migration et notamment sur l'arrêt de migration des interneurones quand ils rentrent dans la plaque corticale. Et ce qui a été montré, c'est que finalement, on peut avoir une activité qui va promouvoir l'entrée des ions calcium et la migration des interneurones tant qu'ils sont en phase tangentielle. Et puis, à un moment donné, quand les neurones commencent à rentrer dans la plaque, on peut avoir une modulation de l'expression d'une des molécules qui va être responsable de l'extrusion des ions chlore. Et donc, on va avoir transitoirement un équilibre entre les influences du GABA et du glutamate. Et puis, avec une augmentation, cette fois-ci, on va dire, de l'extrusion des ions chlore et un GABA qui va devenir progressivement inhibiteur, on peut avoir induction d'un arrêt de migration des interneurones qui va participer à l'endroit où ces interneurones vont se trouver alloués. Un autre effet qui a été observé et bien décrit de l'activité sur certains types d'interneurones, et pas tous, c'est un effet sur le développement de la morphologie de ces interneurones. Et donc, par exemple, ici, quand on bloque l'activité des interneurones, certaines classes, notamment ici les neurogliaformes, donc ces fameux interneurones qui viennent de la CGE, qui vont être des inhibiteurs, on a un développement, on va dire, rachitique de ces interneurones lorsqu'ils ne sont pas exposés à de l'activité. Et c'est spécifique de différentes classes, puisqu'on peut avoir des neurones qui ne sont pas altérés quand on bloque l'activité de ces interneurones. De la même manière, l'activité peut être importante pour intégrer ces interneurones dans les circuits. On peut avoir des entrées, par exemple du thalamus, qui vont directement aller sur ces interneurones. Et ce qui a été montré, c'est que justement, ce changement de morphologie, en fait, quand on bloque l'activité des interneurones, est régulé par les entrées sensorielles, par exemple, dans le contexte du cortex somatosensoriel. C'est-à-dire, si on enlève les entrées somatosensorielles, on a le même type de développement complètement altéré des différents interneurones, ici par exemple ces interneurones neurogliaformes. Donc l'activité qui module le développement morphologique normal de ces interneurones vient en fait de la périphérie et des vibrisses. Et ça c'est le cas pour les interneurones neurogliaformes, mais pas du tout pour une autre catégorie d'interneurones très proches, les interneurones VIP. Donc en fonction de ce qu'on regarde, on va avoir une contribution de l'activité sur la morphogénèse de différents types d'interneurones, sur la manière dont ils sont inclus dans la circuiterie, mais ça va être quelque chose qui va être différent d'une classe à une autre, avec un poids relatif différent, on va dire, d'un historique génétique ou de l'activité entrante dans la maturation et l'intégration de ces interneurones. Donc là, je vous ai parlé des neurogliaformes. Et une autre classe vraiment de neurones qui est extrêmement sensible à l'activité, c'est ces fameux interneurones PV, mais je le décrirai en détail un petit peu plus tard, puisque vraiment c'est des neurones entre guillemets à part qui contribuent à l'émergence des circuits. Donc une allocation, un arrêt de migration, maturation pour certains interneurones, et de la mort cellulaire. Alors, de la mort cellulaire, on a vu la semaine dernière que les neurones pyramidaux également meurent très largement, sont éliminés par mort neuronale assez vite pendant la première semaine postnatale, et ensuite on a quelque chose de stable. Et en fait, les interneurones suivent, à quelques jours près, mais suivent. Ils arrivent plus tard dans les circuits, ils maturent plus tard et ils sont éliminés plus tard par rapport aux neurones de projection. Ce qui a été montré également, c'est quand on regarde ou quand on suit l'activité de ces neurones dans les circuits, on peut voir qu'on est capable pratiquement de prédire les neurones qui vont survivre ou pas. Les neurones plus actifs, les interneurones plus actifs, ont une plus grande... donc,
soit ceux qui ne sont pas actifs ont une plus grande chance d'être éliminés, soit ceux qui sont actifs ont une plus grande chance de survie. Et on a une corrélation, on est capable de prédire en fait les neurones qui vont survivre quand on les regarde. Et si on module l'activité des interneurones pendant cette phase d'élimination, encore une fois, et comme mentionné, on est capable d'augmenter le nombre de neurones qui survivent et de manière, on va dire, à long terme. Et ce qui a été montré aussi, c'est que si on joue sur l'activité ou la survie des neurones pyramidaux qui sont à côté, on peut également influer sur l'activité des neurones, des interneurones et donc sur leur survie. Donc les interneurones vont être sensibles à l'activité environnante, leur propre activité, et ça va finalement influer sur le fait qu'ils survivent à cette phase couperet d'élimination des circuits. Alors ce qui est important là, c'est encore une fois de réfléchir en termes de séquences, de patrons d'activité, on va dire de propriétés intrinsèques de l'activité des circuits. C'est-à-dire que ce n'est pas l'activité en soi, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas. Ce qui a bien été montré, c'est qu'en fait, c'est probablement les patrons d'activité qui vont être importants. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des assemblées? Est-ce que les neurones sont coactifs? Est-ce que la corrélation d'activité entre les neurones, qui, selon les principes de Hebb, va permettre de renforcer les connexions de ces neurones, donc de faire qu'ils participent à des assemblées, à des ensembles neuronaux qui sont coactifs, c'est ça qui va vraiment réguler le fait qu'ils vont être maintenus, stabilisés ou éliminés. Donc c'est vraiment, on va dire, l'inclusion des neurones dans des assemblées fonctionnelles, corrélées, qui va être importante pour réguler leur survie et leur élimination. Et ça, c'est essentiel parce que finalement, c'est une manière extrêmement efficace, comme ça, on va dire, de maintenir ou d'enlever des composés cellulaires qui vont être importants ou pas pour la fonctionnalité des circuits. Et ça a été bien montré par de l'imagerie où on regarde et de modulation de la production du GABA, donc dans des neurones en enlevant un enzyme qui est essentiel pour transporter le GABA ou en silençant différentes populations pour bien regarder si c'est l'activité, la production de GABA, l'inclusion dans différents types d'assemblées. Et c'est vraiment l'inclusion dans des assemblées qui va faire que les neurones vont survivre ou pas. Ce qui est important aussi, c'est que les différentes classes d'interneurones vont être modulées différemment par l'activité. Donc tout ce que je vous ai dit ici, c'est vraiment valable pour les neurones dérivés de la MGE, les neurones somatostatine, SST et PV, et les neurones qui sont responsables de la désinhibition, les neurogliaformes, ou ces cellules bipolaires qui expriment le VIP, vont mourir un petit peu plus tard, vont traverser la phase de mort neuronale un petit peu plus tard, et vont être régulées de manière spécifique ou différente. Ici, elles vont vraiment être régulées par, on va dire, l'activité glutamatergique de leur voisine, et ici, par un autre neurotransmetteur qui est la sérotonine. Donc, ce n'est même pas le même type de molécule ou de neurotransmetteur qui va réguler leur survie ou leur activité. Donc, on a vraiment quelque chose, on va dire, de sur-mesure, des modulations de patrons d'activité, des neurotransmetteurs différents, des inclusions différentes dans des types d'assemblées différentes qui vont faire que les neurones restent, vont être inclus dans les circuits fonctionnels ou vont être éliminés. Et donc on se retrouve avec, on va dire, une phase de sur-mesure, de découpage, d'adaptation sur mesure de ces circuits d'interneurones en réponse à l'activité entrante ou de manière corrélée à l'activité entrante dans les circuits. Alors, des cinétiques de développement qui varient d'une classe à l'autre, c'est quelque chose qu'on a vu déjà un petit peu, là je viens de vous en parler, mais il y a des cas, entre guillemets, extrêmes. Et on va parler de ces cas extrêmes parce qu'on va voir que l'activité ou le rôle de ces différentes classes extrêmes
va être différent à différents moments de la circuiterie. Alors, si on reprend tout ce que je vous ai dit, on a en fait génération des neurones pyramidaux excitateurs dans le cortex, on a génération des interneurones à distance et on va avoir des flux de migration différents avec les neurones pyramidaux qui sont présents en premier et puis les interneurones qui vont commencer à migrer et à s'intégrer dans les circuits. On va voir mise en place de différents protocircuits et puis mise en place de synapses particulières, élimination par mort neuronale, on vient d'en parler. On a différentes phases de construction des différents neurones et c'est ça qu'on va voir en particulier. Par exemple, les interneurones PV vont commencer à construire leur inhibition périssomatique assez tard et puis le système quelque part se cristallise. On a une décorrélation de l'activité et puis après d'autres phases comme par exemple les phases de plasticité associées aux périodes critiques. Alors si on reprend tout ça et qu'on réfléchit en termes de sous-population, on a en fait des choses très différentes. Je vous l'ai dit, ces interneurones SST sont générés très tôt et puis ces interneurones PV sont générés un petit peu plus tard à partir des mêmes régions. Et les interneurones de la CGE sont générés encore plus tard. Donc on peut imaginer qu'on va avoir une intégration différente ou temporellement différente dans les circuits qui va progressivement réguler des activités différentes, la construction de circuits de manière différente. Ce qui n'est pas très étonnant, par exemple, je vous ai montré que ces interneurones qui arrivent tard, en termes de morphologie et de connectivité, sont particulièrement sensibles à l'activité entrante. Et ça, on peut imaginer que voilà, ils arrivent plus tard et ils sont déjà, entre guillemets, ils arrivent dans des circuits qui sont déjà actifs. Mais ce qu'on va vraiment essayer de voir, c'est des cas particuliers de ces populations d'interneurones SST et PV qui vont avoir des cinétiques d'intégration dans les circuits au-delà de leur date de naissance, d'intégration fonctionnelle, qui vont être radicalement différentes et qui sont déterminées en partie par le moment où ils sont nés et la classe d'interneurones à laquelle ils appartiennent. Et ces deux extrêmes, ça va être des interneurones qui sont nés très tôt, dont on pense qu'ils sont somatostatines et qui vont avoir un développement extrêmement précoce, vont former très vite des connexions nerveuses avec un ensemble de neurones situés autour d'eux. Et c'est des neurones qui ont été caractérisés extrêmement bien sur un plan fonctionnel, sur un plan de leur connectivité, et qui ont été appelés des neurones hub. Au départ, ils ont été très bien identifiés et caractérisés notamment par l'équipe de Rosa Cossard dans l'hippocampe et dans différents circuits ou régions corticales, et on les retrouve également dans cette région, qui est le cortex somatosensoriel, qui est vraiment, on va dire, le modèle d'étude qu'on a pris de manière beaucoup plus, on va dire, centrale, sur lequel on s'est focalisé dans ce cours. Et puis, on va s'intéresser à d'autres types de neurones, ces neurones PV, par valbumine, dont je vous ai dit qu'ils sont générés un petit peu après ces neurones SST. Donc, ce n'est pas uniquement une histoire de temps de génération, mais qui, en fait, au-delà du fait qu'ils rentrent un petit peu plus tard dans les circuits, vont être caractérisés par une temporalité de développement extrêmement étalée dans le temps. Ces neurones vont commencer à faire des connexions nerveuses pendant les phases précoces du développement et commencer à mettre en place une inhibition périssomatique. Mais cette inhibition périssomatique va se mettre en place de manière très étalée dans le temps, on reviendra là-dessus. Et donc, on va avoir un développement très progressif, ou on va dire séquentiel de l'inhibition. Et puis, ces neurones vont eux-mêmes subir des modifications particulières, comme par exemple l'acquisition d'une matrice autour de leur corps cellulaire, et j'y reviendrai, qui va moduler leurs propriétés. Donc, on a des neurones qui sont nés tôt, qui vont établir des connexions très tôt, des neurones qui sont nés
un petit peu plus tard, mais pas tellement plus tard, mais qui par contre vont avoir une maturation extrêmement longue, et on va voir que l'activité va avoir une influence forcément différente sur le développement ou les trajectoires développementales de ces classes d'interneurones. Alors les neurones hub, ces fameux neurones netto, il a vraiment été montré que très tôt, il y a des neurones qui rentrent dans le cortex et qui vont être capables d'établir un grand nombre de connexions nerveuses avec les neurones avoisinants, et donc leur activité va être clé pour réguler l'activité du réseau. Et très récemment, il a été montré que quand on module l'activité d'interneurones individuels dans le réseau, dans les champs de tonneaux en développement, on est capable d'avoir une influence réelle sur l'activité environnante. Donc des neurones très particuliers qui ont vraiment une influence très forte, et différents travaux, et notamment celui-là où on est capable d'éliminer uniquement les neurones qui sont nés très tôt par rapport à des neurones qui sont nés très tard, on voit que les événements d'activité spontanée vont être perturbés un peu plus tard, et donc une influence globale sur l'émergence des différents rythmes ou des différents circuits. Alors ces neurones ont été vraiment bien caractérisés sur un plan fonctionnel, et on pense qu'ils correspondent encore une fois à des neurones générés tôt qui expriment la somatostatine, mais il n'est pas encore très clair par rapport à la suite, on verra, que ces neurones correspondent à l'ensemble des neurones somatostatine générés tôt, qui pourraient avoir une influence comme ça drastique sur l'ensemble des circuits. Alors maintenant, si on revient sur ces neurones PV qui ont une maturation très longue, je vous ai dit précédemment, ils ont une maturation très longue et ils sont très sensibles à l'activité entrante. Ces interneurones, ils ciblent le soma, ils font une inhibition périsomatique, ils sont essentiels pour cette inhibition feed-forward, qui est importante pour le codage de l'information. Et une chose que j'ai mentionnée, pas encore dans ce cours, ils sont essentiels pour la régulation d'oscillations gamma qui sont caractéristiques de l'activité des circuits corticaux, notamment dans des contextes d'éveil, de cognition, d'activité particulière des circuits corticaux. Et beaucoup plus tard, dans un deuxième temps, ils sont caractérisés par la présence de ce qu'on appelle des périneuronal nets, une matrice extracellulaire très particulière qui va limiter la plasticité de ces interneurones et qui est associée à la période critique, notamment dans le contexte de la dominance des colonnes oculaires. Donc on a, on va dire, des fonctions particulières et un développement relativement tardif de ces interneurones et avec des phases même d'accumulation de ces périneuronal nets dans les phases des périodes critiques. On sait depuis longtemps que ces interneurones sont très sensibles à l'activité. Par exemple, l'expression même du marqueur qui les caractérise, la parvalbumine, se fait très tard. Elle se fait pendant la 2e semaine postnatale. L'acquisition d'autres propriétés comme l'expression de marqueurs particuliers se fait extrêmement tard aussi. Et si on bloque l'activité, on a un retard ou on a une altération de l'expression de ces marqueurs. Donc leur maturation, l'acquisition de leurs propriétés intrinsèques, leur développement, leurs propriétés est directement lié à l'activité entrante. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver depuis les phases vraiment, on va dire, postnatales précoces, mais qui continue, encore une fois, et qui s'étale dans le cortex visuel, notamment pendant cette phase de période critique des dominances oculaires. Alors, quand on regarde la mise en place et la cinétique de mise en place des circuits inhibiteurs, on peut vraiment regarder ça de manière maintenant assez incroyable, en reconstruction totalement intégrée en microscopie électronique, dans ce papier qui est un espèce de tour de force, où les auteurs ont essayé de regarder toutes les synapses pendant tout le développement
de construction, en fait, notamment dans le cortex, encore une fois, des champs de tonneaux, dans le cortex somatosensoriel, pour regarder le développement des différentes synapses. Et comme les différentes classes d'interneurones font des synapses à différents endroits sur le corps cellulaire des neurones pyramidales, on peut extrapoler ou déduire de où se font et dans quelle temporalité se font la mise en place des connexions. Alors, les connexions qui sont sur les dendrites apicaux, qui sont principalement faites par ces interneurones SST, vont commencer à se faire vraiment très tôt. Et une fois qu'elles commencent à être... on a on va dire une préférence de cible qui se fait très très tôt, pas de changement sur la cible, et puis on a une addition, on va dire, graduelle pendant les 3 premières semaines postnatales, mais qui est déjà bien spécifiée. Et ça, c'est un petit peu en accord avec le fait que ces neurones naissent tôt, se développent tôt, ont peu de modulation liée à l'activité en dehors de la régulation de leur nombre et de leur survie. En ce qui concerne ces neurones PV, on a vraiment des étapes de construction. On va avoir formation de synapses un petit peu partout, pas particulièrement sur le soma, puis une élimination qui va faire qu'on va avoir un raffinement des synapses sur le soma, une augmentation des synapses sur le soma, et là encore, une augmentation progressive de l'innervation. Et donc, on se retrouve avec un décalage dans le temps entre, on va dire, une connexion sur les cibles qu'elles doivent atteindre. Les SST commencent beaucoup plus tôt et les PV sont beaucoup plus décalés dans le temps. Donc, des neurones qui vont faire leurs synapses sur leur cible de manière régulée un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la propriété intrinsèque des neurones à se connecter sur une région particulière et à rejoindre leur cible. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de l'intégration de ces neurones PV dans une circuiterie et notamment dans cette circuiterie feed-forward qui est tellement importante pour le codage de l'information? Et là, il y a des travaux qui ont été vraiment tout à fait, qui ont permis de montrer de manière non équivoque que si les neurones PV suivent un développement, on va dire, étalé dans le temps, l'activité qui vient du thalamus, l'activité sensorielle, est essentielle pour recruter ces interneurones dans ces fameuses boucles feed-forward. Donc ici, c'est le thalamus, ça, c'est les interneurones PV, et ça, c'est leur cible, le neurone excitateur. Et ce qu'on peut faire, c'est stimuler le thalamus et mesurer ici les entrées du thalamus ou les entrées de ces neurones inhibiteurs. Et en mesurant les deux types d'entrées ou en les comparant, on peut voir quand le thalamus cible ces neurones, mais aussi recrute les interneurones dans la boucle. Et ce qui a été clairement établi, c'est que ce recrutement n'est absolument pas visible à P4, et par contre, il est déjà assez mature ou déjà clairement établi à P9. Donc à la fin de la première semaine postnatale, on va recruter des interneurones PV dans cette boucle qui relaie l'information sensorielle périphérique. Et ce qui est important également, c'est que quand on enlève les moustaches de l'animal, donc dans un contexte où cette information, à un moment donné, elle est, on va dire, elle relaie une information qui vient des moustaches, on va avoir une réduction du recrutement de cette boucle. Donc en fait, ce recrutement va être directement régulé ou en partie régulé par l'activité sensorielle qui vient de la périphérie. Donc on a des interneurones PV qui vont maturer progressivement, qui peuvent cibler le soma de leur cible future et réguler l'activité de ces neurones. Mais le fait qu'ils soient activés ou intégrés dans une boucle en réponse à l'activité sensorielle va être elle-même régulée par le développement de cette activité sensorielle. Donc on se retrouve dans conditions où l'activité sensorielle va réguler la mise en place d'un circuit qui lui-même va réguler l'activité dans les circuits tel qu'il est.
Donc ce recrutement a vraiment lieu pendant cette deuxième phase de développement postnatal. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite? On a, comme je vous le disais, une implication de ces neurones PV dans les phases critiques des colonnes de dominance oculaire. Donc on a vu que ces colonnes de dominance oculaire vont répondre différemment à l'élimination d'une information venant d'un des deux yeux, et on a un gain dans les colonnes de dominance oculaire, un gain des colonnes associées à l'œil qui est encore actif. Quand on fait une déprivation monoculaire, on a ce décalage, et on a vu que c'était lié à une compétition entre les deux yeux. On a vu aussi que finalement, cette période critique est très bien définie dans le temps. Elle se produit, on va dire, chez la souris entre P20 et P30, donc beaucoup plus tard que ces phases très précoces que je viens de vous décrire, et que son ouverture peut être régulée par l'activité visuelle, puisque quand on élève les animaux dans le noir, on peut décaler l'ouverture de la période critique dans le temps. Donc là, on est vraiment dans un contexte de modulation d'une période critique qui est largement régulée par l'activité sensorielle entrante. Et ce qui a été bien montré aussi, c'est que en fait, l'initiation de cette période critique est liée à la maturation de ces circuits GABAergiques. Parce que si on réduit la production de GABA, ou la maturation des neurones GABAergiques, et en particulier des neurones PV, on va initier cette phase critique plus tôt, et si on active les circuiteries GABA, et si on réduit l'activité des neurones GABA ou la maturation des neurones PV, on va décaler dans le temps l'ouverture de cette phase critique. Et tout ça est relié à des modulations d'activité de ces différents neurones GABAergiques. La fermeture de la période critique, elle, est liée à d'autres effets qui sont la maturation de ces périneuronales nettes qui sont situées autour des neurones. Et donc on va avoir des ouvertures et des fermetures différentes des périodes critiques, notamment en fonction du développement de ces périneuronales nettes, qui peuvent être perturbées quand on enlève donc cette matrice et on a réouverture de la plasticité. Donc globalement, ce qu'on a, c'est d'une part des neurones qui vont naître très tôt, qui vont être assez indépendants en termes de leur développement, de l'influence, on va dire, des circuits de l'activité entrante, et à côté de ça, des neurones qui vont maturer beaucoup plus lentement, qui sont des neurones parvalbumines, dont l'activité va jouer sur différentes étapes de leur développement, on va dire l'intégration de ces neurones dans une circuiterie qui va relier l'information sensorielle, la maturation intrinsèque de ces neurones et même l'émergence de propriétés qui vont ensuite réguler des périodes critiques associées à l'activité entrante. Donc on a vraiment, on va dire, des neurones qui ont des comportements extrêmement différents en termes de temporalité. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va se retrouver avec ces différentes classes d'interneurones qui vont interagir très différemment avec l'activité entrante, mais permettre de manière coordonnée de réguler les patrons d'activité entrante et la maturation des circuits. Et donc ce qu'on va voir, c'est qu'on a, avec ces différentes classes d'interneurones, ces neurones SST générés tôt et ces neurones PV qui vont maturer beaucoup plus lentement, au cours du développement, des circuits transitoires et un dialogue entre différentes classes d'interneurones qui vont être vraiment essentiels et participer aux séquences développementales et à la maturation des circuits. Alors, je vous ai parlé des neurones hub qui maturent tôt. C'est des neurones qui ont été définis de manière physiologique. Ils ont un effet sur la circuiterie. Et là, je vais simplement revenir sur une autre définition de neurones tôt. On ne sait pas exactement si les deux classes d'interneurones correspondent de manière complète,
mais on va parler de l'implication de circuits très précoces associés à des neurones SST très précoces. Donc on va se retrouver finalement dans une situation comme un petit peu ce qu'on a vu avec la sous-plaque et les neurones excitateurs. On va se retrouver avec des neurones générés très tôt, des neurones SST, qui sont peu sensibles, on va dire, à l'activité en termes de l'acquisition, de leur morphologie, de leurs propriétés électrophysiologiques, etc., mais qui, pendant la première semaine postnatale, vont recevoir énormément d'entrées thalamiques qui, encore une fois, relaient l'information sensorielle ou l'activité spontanée dans les circuits. Donc on peut faire du traçage neuronal en utilisant des virus modifiés, du virus de la rage, qui est capable de sauter des connexions nerveuses. Et quand on fait ça, on est capable de regarder quelles sont les connexions qui arrivent directement sur ces neurones et on trouve une influence majeure du thalamus. Et ça, c'est quelque chose qui est présent pendant les phases précoces, mais qui est drastiquement réduit par la suite. Et ces neurones SST sont capables ou connectent avec une grande partie des différentes couches. Ce qui a été bien montré, c'est que en fait, ces neurones ici sont capables de connecter tout un tas de circuits, et notamment des neurones qui sont présents dans la couche 4 et qui sont les futurs neurones excitateurs qui seront la cible ensuite des entrées thalamiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On a cette circuiterie avec le thalamus qui connecte les neurones excitateurs de la couche 4, qui connecte en même temps les neurones PV qui font cette inhibition feed-forward. Ça, c'est le circuit mature qui permet une information timée. Ce qui a été bien montré en regardant les différents circuits, c'est que très tôt, avant la fin de la première semaine postnatale, les entrées thalamiques vont aller majoritairement sur des interneurones générés très tôt, SST, qui, eux, vont établir des connexions avec ces futurs neurones de la couche 4. Donc, de la même manière que les afférences thalamiques ciblent la sous-plaque qui elle-même va relayer l'information, on a un relais ici, mais qui est un relais via une catégorie d'interneurones générés très tôt et qui va réguler ou qui va cibler les neurones de la couche 4. Ce qui a bien été montré, c'est que ces circuits précoces, transitoires, qui impliquent cette classe d'interneurones qui est générée très tôt, est essentiel, on va dire, pour la mise en place ou l'intégration des neurones PV dans la circuiterie. On a vu que l'intégration des neurones dans cette circuiterie requiert l'activité issue du thalamus, parce que si on bloque cette activité en coupant le nerf périphérique et donc en bloquant l'activité relayée, on reste avec un circuit transitoire immature. Et de la même manière, si on bloque l'activité de ces neurones SST, on n'a pas non plus inclusion de ces interneurones dans une boucle feed-forward. Donc on a des circuits transitoires entre le thalamus et des neurones GABAergiques, des interneurones SST générés tôt, qui se font pendant la première semaine postnatale, qui préfigurent, qui existent avant le circuit mature, et dont l'activité est essentielle pour passer à ce schéma mature qui va permettre un codage d'informations particulier. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est essentiel? Si on élimine ces interneurones SST tôt, on n'a plus, on va dire, ou beaucoup moins de recrutement de ces interneurones PV dans les boucles thalamiques. Dans le contrôle, quand on stimule le thalamus, on va avoir une réponse des neurones thalamiques vis-à-vis de cette stimulation. Quand on élimine les neurones SST très tôt, on n'a plus ou beaucoup moins de recrutement des neurones PV dans ces boucles. Et quand on élimine les neurones SST tard, c'est-à-dire pendant la deuxième semaine postnatale, alors que les neurones PV ont déjà été recrutés, on n'a pas d'effet.
Donc on a vraiment besoin de ces interneurones SST générés tôt pour relayer ou pour mettre en place les neurones, la circuiterie mature qui va être importante pour le codage de l'information sensorielle. Et ce qui a été de plus montré, c'est que probablement ces neurones SST contactent directement les neurones PV. Et donc il est tout à fait possible que ces neurones SST aient soit une activité médiée, module le câblage des neurones PV, soit par l'activité électrique, soit également, on peut imaginer, par des acteurs moléculaires, des molécules d'adhésion, des chimiokines, etc., etc. En tout cas, on a des neurones générés tôt, des interneurones générés tôt, qui sont essentiels, entre guillemets, pour relayer ou répondre à l'activité périphérique, qui vont permettre de mettre en place une connectivité mature, ces neurones PV, qui vont être essentiels pour coder l'activité de manière précise. Donc on a des vrais parallèles avec ce qu'on a vu avec les neurones excitateurs, où la sous-plaque est là, relaye l'activité le temps que les circuits se mettent en place, etc., etc. Quand on regarde les activités dans ces différentes classes de neurones, ce qui a été bien montré également, c'est qu'on va avoir des patrons d'activité très différents, avec des assemblées très différentes à différents moments du développement. On peut maintenant regarder in vivo comment ces interneurones participent à des assemblées. Et on peut vraiment voir qu'on va recruter différents types d'interneurones à différents moments, avec, on va dire, une activité prépondérante et très forte de neurones de la MGE très tôt, très peu d'interneurones de la CGE, donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est, on va dire, une inclusion beaucoup plus tardive de ces interneurones dans la circuiterie. Et on va retrouver des assemblées qui ont des tailles et des morphologies différentes. Et donc très tôt, on va retrouver des assemblées qui vont correspondre à peu près à la taille des barrels, donc des tonneaux, avec une activité qui a donc suivi ce qu'on a vu, qui était une activité en patch qui correspond à peu près à la taille de ces tonneaux. Et puis plus tard, on va avoir des activités ou des assemblées beaucoup plus larges, mais qui ont des frontières beaucoup plus précises. Et cette transition, au niveau des interneurones, cette transition, elle est modulée en partie par l'activité évoquée, puisque si on enlève les moustaches, on va se retrouver avec une modulation, une perturbation de cette activité. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a tôt des assemblées ou des proto-assemblées qui vont être associées à l'activité particulière des neurones SST, ces neurones qui sont vraiment générés tôt. Et puis au cours du temps, et en réponse probablement à l'input sensoriel, ce qui fait le parallèle avec le recrutement des neurones PV et l'inhibition somatique, on va avoir des assemblées qui vont recruter des neurones des couches profondes et des couches superficielles avec un changement d'activité corrélé. Et puis, on va avoir une deuxième étape qui est cette fameuse étape de décorrélation où on a une perte d'activité spontanée et on se met à avoir uniquement de l'activité particulièrement éparse. Donc si on revient vraiment sur ce schéma, où on a l'émergence d'aires, de propriétés, de neurones excitateurs particuliers, ce qu'on a vraiment, c'est que initialement, on a une influence majeure pendant cette phase précoce des interneurones SST et qui vont permettre la maturation de ces interneurones PV. Ces interneurones PV vont permettre la régulation de l'interaction avec les neurones excitateurs. Et une question importante, finalement, c'est de savoir à quel point est-ce que cette maturation peut réguler ou pas cette modulation d'activité majeure qu'on a, qui est que le circuit devient éparse. Un point qui est important et sur lequel je reviendrai, c'est que je vous ai dit que
cette maturation des neurones excitateurs très précoce, elle ne dépend pas vraiment de l'activité évoquée. Si on enlève les vibrisses, on a quand même construction de la carte des Barrel, organisation des circuits, etc. Dans ce contexte ici, on a un rôle de l'activité évoquée dans la maturation tardive de ces interneurones, et donc on a un mélange d'activités spontanées et évoquées qui ont lieu de manière concomitante et qui vont permettre de faire maturer les circuits. Donc ça pose la question, comme je le disais, plusieurs questions, c'est est-ce que finalement cette décorrélation ici et le fait que l'activité devienne éparse est liée à cette maturation des interneurones? Et la réponse est oui. On va générer une inhibition qui va éteindre progressivement l'activité. Et la question de savoir si cette maturation des interneurones, elle est liée ou pas totalement au fait que ce soit de l'activité évoquée, donc de l'activité périphérique. Alors sur la maturation des neurones PV et la maturation de l'inhibition, ce qui a été bien montré maintenant, c'est que quand on a vraiment l'inhibition qui augmente pendant cette deuxième phase, cette deuxième semaine postnatale, qui est vraiment liée à la maturation de l'inhibition périsomatique, qui va progressivement, on va dire, transformer l'activité d'une activité corrélée éparse à une activité décorrélée. Et on peut voir ça vraiment en jouant, en stimulant les neurones ou en les inhibant et en observant des changements d'activité des différents circuits. Alors sur la question d'est-ce que c'est une activité sensorielle extrinsèque qui dirige tout ça ou est-ce que c'est une activité spontanée autogénérée? Est-ce que, puisque je vous ai dit, on a besoin quand même pour des changements d'activité dans ces interneurones d'avoir des changements d'activité sensorielle. Et donc là, la situation est encore un petit peu complexe, même si il y a clairement besoin ou intervention d'une activité périphérique probablement sensorielle. Donc, ce qui a été bien montré, c'est que cette sparsification de l'activité neuronale dans le cortex visuel, au moment, c'est la fin de cette deuxième semaine postnatale, qui est le moment où les yeux s'ouvrent ici, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils se sont demandé si c'était lié à l'ouverture des yeux, parce que c'est quelque chose qui est coïncident. Et de manière très claire, ils ont refait cette expérience où ils élèvent les animaux dans le noir. Et ce qu'ils ont vu, c'est que pendant quelques jours, on n'a effectivement pas de sparsification, c'est-à-dire d'extinction globale ou de changement global des activités corrélées. Ce qui montre qu'il y a un effet de l'activité sensorielle évoquée. Néanmoins, quoi qu'il arrive, quelques jours après, on a rétablissement et on a mis en place de ce patron d'activité éparse, non corrélé, asynchrone, où on a une rectification, on va dire, du patron d'activité. Donc ça montre également qu'il y a des propriétés intrinsèques des circuits inhibiteurs qui maturent progressivement pendant ces phases postnatales, qui sont modulées par l'activité entrante, mais qui peuvent, quoi qu'il arrive, intervenir et probablement être régulées par des activités spontanées émergentes. Donc on a une activité qui va réguler la mise en place des circuits excitateurs, et on a une activité qui progressivement et de manière décalée va mettre en place, on va dire, l'inhibition, via aussi des circuits transitoires. La mise en place de cette inhibition va permettre d'être modulée par de l'activité sensorielle, mais c'est également quelque chose, une phase qui a une contribution, on va dire, intrinsèque. Et d'ailleurs, on retrouve cette phase de décorrélation dans tous les différents cortex. On va retrouver également ça dans le cortex sensoriel, une décorrélation, et dans le cortex préfrontal, par exemple, ou dans d'autres cortex différents. Donc, dans ce contexte-là, on a vraiment, finalement, là encore, des séquences décalées, parallèles, mais qui sont toujours en interaction avec les séquences des circuits excitateurs, où on va avoir une première phase qui est vraiment régulée
par ces neurones générétaux SST qui vont faire des circuits transitoires qui vont permettre de réguler l'inclusion des interneurones PV dans les circuits et leur interaction avec les neurones excitateurs et la maturation progressive de cette inhibition qui dépend d'une activité corrélée non évoquée combinée à une activité évoquée va être responsable du changement global d'activité des circuits et à la transition finalement à une activité asynchrone, éparse, qui va être caractéristique des circuits matures et qui va permettre un codage sensoriel efficace. Donc on se retrouve vraiment avec, on va dire, deux flux d'activité ou d'information. Un qui va passer par la sous-plaque et qui va réguler la mise en place transitoire des circuits au niveau excitateur. Un autre qui va passer par les interneurones SST qui va mettre en place les neurones PV. Bien sûr, comme l'activité des neurones excitateurs et des neurones inhibiteurs est liée, ce sont des voisins, ils vont être sensibles mutuellement à l'activité de l'un et de l'autre. Ces deux événements vont aussi, ou ces deux voies, ces deux grandes voies, vont interagir tout au long du processus avec donc des circuits transitoires dans les deux cas et des maturations successives. Donc on se retrouve dans la même, on va dire, la même logique en ce qui concerne les interneurones et la contribution des interneurones à ces différents circuits, à ces différentes phases qui vont être associées à différentes activités, à différentes signatures. Ce qui est important dans ce contexte-là, c'est de bien réaliser ou d'inclure le fait que les interneurones vont être les premiers neurones qui vont vraiment être sensibles à l'activité évoquée par rapport aux neurones excitateurs et finalement ils vont pouvoir tailler, sculpter, influencer l'activité des circuits par rapport à l'activité évoquée sensorielle. Donc finalement, c'est les premiers acteurs qui vont commencer à influencer sur la cinétique d'activité des circuits en réponse à un environnement externe. Alors ces différents circuits, est-ce qu'on peut essayer de les relier à des événements particuliers ou à des constructions des circuits et à des activités particulières? Donc finalement, quand on a des circuits très tôt, on va commencer à construire des cartes, des protocartes. On a vu ça avec les différentes aires. C'est, on va dire, tout ce qui va être anténatal et périnatal. Et puis, on va commencer à avoir formation des synapses et mise en place de ces protocircuits, aussi bien au niveau de la sous-plaque qu'au niveau des neurones SST, qui vont commencer à permettre de câbler ou de réguler l'activité au sein des circuits. Et puis ça va contrôler de manière coordonnée l'émergence de l'inhibition somatique et la connexion des neurones excitateurs. Et on a vu que ça corrélait vraiment avec les phases de construction ou de plasticité en réponse au corps, aux premiers signaux aussi bien des organes, des différents organes périphériques, mais également des premiers signaux sensoriels, soit spontanés, soit évoqués. Et donc on va vraiment avoir quelque part une modulation, une construction des circuits en réponse aux signaux périphériques et aux signaux qui viennent du corps. Et donc ça, on va considérer que finalement c'est une internalisation au niveau des circuits, dans la construction des circuits, des cartes, on va dire, des différents organes du corps ou des signaux qui viennent du corps. Et puis, cette inhibition somatique, elle va finalement changer de manière dramatique la manière dont les circuits répondent. On ne va plus avoir toutes ces activités spontanées, on ne va plus avoir ces vagues d'activités corrélées. Et à ce moment-là, le circuit va être prêt à vraiment répondre à de l'activité externe associée à l'exploration de l'environnement et on va pouvoir commencer à construire des représentations internes, mais cette fois-ci du monde environnant et ça va contribuer à ouvrir les premières périodes critiques en lien avec l'environnement, comme par exemple
la plasticité des colonnes de dominance oculaire. Et puis, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la maturation vraiment structurelle va figer un petit peu cette plasticité. Ça va permettre de fermer ces phases de période critique et de continuer avec un système un petit peu différent et plastique. Quelque chose qui est important, c'est que dans ce contexte-là, on voit que les interneurones et la maturation de ces interneurones, qui ne représentent que 20% des neurones du cortex, va avoir une empreinte à long terme extrêmement prégnante sur la construction des circuits et finalement sur la manière dont ces circuits vont être sculptés en réponse à des activités très précoces via la régulation de ces différentes séquences. Alors, c'est forcément un peu compliqué, mais c'est quand même extrêmement... ça change complètement la vision qu'on peut avoir de la construction des circuits, où on a des protocircuits, l'activité qui rentre, qui va réguler la construction, l'élimination, etc., inné, acquis. Là, on a vraiment différentes étapes où le corps va moduler la construction des circuits excitateurs, le maintien des différentes cartes, des différentes régions, et ensuite, par-dessus, la maturation via là aussi des circuits transitoires des interneurones va permettre de réguler l'émergence de circuits fonctionnels adaptés au corps, dans un premier temps, et ensuite à la périphérie. Alors comment, dans le temps qui reste, on va essayer de réfléchir un petit peu à tout ça, et puis comment, qu'est-ce que ça peut nous dire finalement des liens avec la pathologie, et en particulier dans un contexte où on a vu pendant les différents cours que le fonctionnement et le dysfonctionnement des circuits est vraiment associé et a été proposé depuis très longtemps que des dysfonctionnements des circuits pourraient être liés à des défauts de balance ou de construction de la balance excitation-inhibition. Donc depuis, on va dire, les premières propositions il y a une vingtaine d'années, il y a énormément de travaux, aussi bien chez des patients que dans des modèles animaux de pathologie, qui ont montré que, effectivement, des modulations, des défauts de construction des circuits excitateurs-inhibiteurs, d'équilibre entre les circuits excitateurs et inhibiteurs, étaient associés à un grand nombre de pathologies, encore une fois les troubles du spectre autistique, mais aussi des maladies neuropsychiatriques comme la schizophrénie. Alors ce qui est important, la première chose, c'est de considérer, on va dire, on a beaucoup parlé de modèles animaux jusque-là, mais encore une fois, la correspondance entre les modèles animaux et l'homme, où on a vraiment un décalage, où en fait toute cette phase dont je vous ai parlé, la première semaine postnatale, les 2 premières semaines postnatales correspondent à la fin de la gestation et au début de la vie postnatale chez l'homme. Et on a déjà vu en termes de correspondance que des naissances prématurées extrêmement, on va dire une grande prématurité, pouvaient affecter, moduler la sous-plaque. Ce qu'on a vu également, c'est que de manière similaire, on a en fait des modulations de la construction, des altérations potentielles de la construction des circuits inhibiteurs. Et donc dans la même idée que l'activité va pouvoir maintenir ou affecter la circuiterie, le remodelage des circuits transitoires au cours du temps, avec la sous-plaque, on peut imaginer que ça va pouvoir affecter les phases de transition associées à la modulation des circuits excitateurs et également des circuits inhibiteurs. Donc de manière, on va dire, assez claire, un grand nombre de pathologies sont associées non seulement à des défauts de balance excitation-inhibition, mais aussi à des défauts fonctionnels des différentes classes d'interneurones. Et en particulier, ces fameux neurones PV, qui sont responsables de l'inhibition somatique, qui sont impliqués dans la régulation des oscillations gamma, qui finissent par réguler la plasticité dans les périodes critiques de dominance oculaire. Ces interneurones PV,
ils ont été reliés de manière, on va dire, causale à des défauts d'activité associés à ces maladies neurodéveloppementales. Alors en termes de défauts, on a maintenant, on va dire, une idée assez précise de comment est-ce que le développement de ces interneurones peut être affecté. On peut avoir des défauts de spécification et de migration, parce que ces neurones, finalement, ont une longue vie et différentes phases de construction. On peut avoir des défauts d'intégration dans la circuiterie, des modifications du nombre de ces neurones, des modifications de l'excitabilité du circuit ou de, par exemple, la polarité du GABA, est-ce qu'il répond de manière excitatrice ou inhibitrice au GABA. Et enfin, des modifications associées à des phases plus tardives, oscillations, ou aussi dans la phase des périodes critiques. Ce qui a été bien montré maintenant dans des modèles animaux, mais aussi post-mortem chez des patients, c'est qu'on a des défauts très clairs de ces interneurones PV qui sont associés à des pathologies, notamment dans les troubles du spectre autistique. Alors, ce qu'on observe, c'est des modifications d'activité de ces neurones, mais qui sont associées aussi à des modifications des oscillations, et notamment des oscillations gamma présentes dans les circuits. Dans des contextes différents de schizophrénie, on va avoir par exemple une régulation, une diminution du nombre de neurones qui expriment la parvalbumine, et on pense que c'est une down-régulation de l'expression de ces neurones PV, ce qui suggérait une intégration moins forte de ces interneurones dans les circuits, et donc une modification globale de la construction des différents circuits. Donc ces différentes phases de construction peuvent être toutes altérées dans des contextes de pathologie comme les troubles du spectre autistique. Et quand finalement les chercheurs ont utilisé la génomique, la génétique classique à large, on va dire de manière très très approfondie, ils ont pu identifier des facteurs de risque, par exemple, pour le développement du spectre autistique. Alors, ce qu'il faut bien voir dans ces risques, c'est qu'il y a des risques extrêmement différents. On va retrouver, par exemple, des gènes comme FMR1 qui sont responsables de syndromes qui incluent des troubles autistiques qui sont ce qu'on appelle le syndrome de l'X fragile. Et donc des mutations dans ce gène sont causaux des symptômes observés. Donc il y a très peu, on va dire, de patients dans l'ensemble des patients autistiques qui ont cette mutation ou cette pathologie de l'X fragile, mais dans ce contexte-là, la mutation est causale. Et puis, on va se retrouver avec des gènes qui sont des gènes qui vont induire une prédisposition aux troubles autistiques, mais qui ne sont pas directement ou intégralement causaux dans la pathologie. C'est une contribution, un facteur de risque qui, on va dire, augmente le différent risque. Et donc on a dans beaucoup de cas, finalement, des maladies qui sont multifactorielles, plusieurs types de mutations ou éventuellement aussi une interaction avec des facteurs environnementaux. Néanmoins, il n'y a plus vraiment... maintenant, on a une liste qui se rallonge de plus en plus de mutations qui sont associées et qui ont été montrées comme étant contributives, on va dire, parfois causales, mais contributives à l'émergence de pathologies autistiques. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modéliser ces maladies, par exemple, en introduisant des mutations chez la souris pour aller regarder comment les circuits se développent dans ce contexte-là. Donc on peut regarder, on peut analyser chez la souris des défauts comportementaux qui sont associés aux troubles du spectre autistique, par exemple des modulations d'interaction sociale, des stéréotypies motrices, qui sont des choses qu'on peut évaluer chez l'animal. Bien sûr, c'est des modèles qui ont tous les défauts des modèles, c'est-à-dire qu'ils sont incomplets, ils sont chez la souris, mais c'est des modèles d'études de certains aspects de la pathologie. Et donc on peut aller regarder donc, les différents
comportements ou modifications des comportements induits. Et dans ce contexte-là, on peut aller étudier les défauts de mise en place de la circuiterie, de mise en place de la connectivité, des interneurones, des neurones excitateurs, et on peut essayer également de tester la causalité, c'est-à-dire venir manipuler l'activité de certains neurones pour voir si ça permet de sauver les phénotypes comportementaux intégrés dans ce contexte-là. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir modéliser chez l'animal la circuiterie, tester dans ce contexte-là ce que font les différents types d'interneurones, comment est-ce que ça peut moduler les réponses de circuiterie et influer ou non, ou contrôler ou non l'émergence des phénotypes ou sauver différents phénotypes. Et donc c'est grâce à toutes ces études sur ces modèles animaux qu'on peut dire ou qu'on peut établir une vraie causalité entre des défauts de développement de certaines classes d'interneurones et des circuits, entre guillemets, aberrants associés au profil génétique ou un cadre génétique lié aux maladies neurodéveloppementales dans le contexte des troubles autistiques. Et donc, encore une fois, différentes mutations, différents gènes vont pouvoir moduler ou interagir ou perturber différentes phases de mise en place de la circuiterie. Ce qui est clair, c'est qu'on a vu que les interneurones PV, finalement, vont intégrer énormément d'influences. Ils sont sensibles à l'activité, ils vont être intégrés dans la circuiterie par différents circuits transitoires, les circuits transitoires de la sous-plaque qui sont importants pour l'activité, mise en place de l'activité des neurones excitateurs et les circuits transitoires qui font intervenir les neurones précoces somatostatines et donc qui sont entre guillemets en bout de chaîne, et on va retrouver de manière systématique pratiquement des défauts de développement des interneurones PV dans ces différents modèles animaux. Par exemple, donc là, dans une mutation associée à ce facteur, on va retrouver des défauts en densité, en connectivité des neurones par valbumine, des modifications qui sont d'activité ou de rythme d'activité présents dans les circuits, une épilepsie qui est associée à des défauts de neurones par valbumine et des modulations différentes. Et on peut changer, moduler l'activité de ces interneurones PV et voir qu'on arrive à modifier donc ces différentes activités et rythmes ou modifier l'activité des circuits. On peut également tester différentes drogues ou différents composés pharmacologiques dans ce contexte-là pour essayer de voir si on peut compenser, restaurer certains défauts phénotypiques. Et il y a également des laboratoires qui essayent de voir si on peut greffer des interneurones particuliers ou moduler la densité de certains types d'interneurones pour essayer de voir si on peut moduler différentes propriétés émergentes. Dans le contexte de l'X fragile, qui est un modèle d'étude particulier, il a été bien montré que finalement on a très tôt le même nombre de neurones présents, et puis dans cette phase très très précoce, on va avoir une perte de la densité des différents types d'interneurones, probablement liée à une élimination sélective et une activité réduite de ces interneurones dans les circuits. Et on va dire cette modulation va moduler ou affecter la manière dont les interneurones PV sont inclus dans la circuiterie, comme on l'a vu, vont mettre en place cette inhibition feed-forward, ce qui va induire une diminution de la densité de ces interneurones et une diminution de leur activité associée. Et tout ça va conduire à une modulation ou un défaut des circuits et de comportements associés. Donc on voit qu'on peut avoir des perturbations associées à la densité des interneurones qui vont commencer beaucoup plus tôt, d'une manière un petit peu non étonnante par rapport à ce qu'on a vu, qui est que ces interneurones qui sont clés
vont être mis en place par des circuits transitoires associés ou contrôlés par des interneurones générés beaucoup plus tôt, qui sont les interneurones SST. Et ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire, ou ce que les chercheurs ont fait là, donc ça c'est des études très récentes, c'est qu'on peut moduler l'activité des différents types d'interneurones à différents moments pour essayer de voir si on peut sauver certains aspects ou moduler certains aspects associés à la construction ou à l'activité des différents circuits. Donc on se retrouve dans un système complexe où on a vraiment des activités séquentielles, des différentes classes d'interneurones qui vont relayer de l'activité spontanée mais aussi de l'activité évoquée et qui vont permettre par phase, par étape, la construction, le remodelage, l'élimination de circuits transitoires, l'émergence de propriétés particulières des interneurones, l'émergence d'une inhibition somatique qui va complètement réduire toute cette activité très précoce qui est associée au circuit pendant le développement. Mais les différentes séquences développementales et les différents circuits transitoires vont permettre de construire et de moduler, on va dire, par étape, et remodeler par étape des circuits qui vont avoir ensuite une fonctionnalité particulière. Donc ce qui est important, c'est de voir que dans ce contexte-là, on va avoir, encore une fois, un mélange de l'activité spontanée, pure, autogénérée, mais aussi des interneurones qui vont relayer une activité évoquée. Et ça veut dire que ça peut laisser entrevoir des thérapies ou des approches thérapeutiques qui vont être liées à de la modulation des activités périphériques et donc des activités qui vont pouvoir changer la manière dont les interneurones sont progressivement intégrés dans les circuits. Ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre ce qui se passe à différentes étapes et dans différents modèles ou différents troubles. Parce que finalement, on voit bien que les interventions qu'on va faire, en fonction de l'état du circuit, en fonction de l'état de la circuiterie transitoire, en fonction de si le GABA va être inhibiteur ou excitateur, peuvent avoir des effets pratiquement opposés sur la construction des circuits, mais néanmoins peuvent avoir un effet fort. Donc il est très important finalement de continuer à bien disséquer ces différentes étapes dans différents contextes. Comment est-ce que les circuits transitoires interagissent? Comment est-ce que la sous-plaque va interagir avec les circuits transitoires d'interneurones? Est-ce que l'un ou l'autre vont mourir ou être remodelés de manière activité dépendante, etc., etc. Et donc des phases où les interneurones vont jouer des rôles différents et participer différemment à la régulation de l'activité corticale. Donc dans ce contexte, encore une fois, des phases d'émergence qui vont être séquentielles et on voit bien que si on perturbe une phase, on va avoir un effet boule de neige sur les autres où on va peut-être, entre guillemets, induire un déraillage de la connectivité qui va être visible plus tard, mais qui aura lieu ou qui va commencer à des phases extrêmement précoces. Voilà, donc ce dernier cours qui était un peu... À chaque fois, on progresse, on devient de plus en plus compliqué, mais là, j'espère quand même que vous restez avec une vision relativement, on va dire, pour vous remettre sur une vision relativement claire. Quand on pense vraiment à la construction des circuits corticaux, et c'est peut-être très spécifique des circuits corticaux, parce qu'il y a beaucoup de circuits qui se construisent absolument sans activité spontanée ou évoquée, finalement, réfléchir en termes d'inné et d'acquis, d'un état qui existe et puis qui va, entre guillemets, être influencé par une activité entrante pratiquement de manière brutale, c'est finalement quelque chose qui est complètement décalé par rapport à la réalité. La réalité, c'est que l'activité est un facteur intrinsèque et complètement participatif
de la construction même des circuits. Dès les phases précoces, on va avoir de l'activité spontanée, périphérique, intrinsèque, qui va être totalement associée et en dialogue, on va dire, permanent au cours de différentes phases, avec la construction des différents circuits, la construction des différents acteurs cellulaires, les neurones excitateurs, les neurones inhibiteurs, qui vont réguler par étapes la survie ou l'intégration de ces neurones dans différents circuits, qui vont permettre, via l'activité spontanée, de définir des aires, de définir des grandes colonnes qui vont être associées aux neurones excitateurs et qui n'auront pas besoin de l'activité, on va dire, évoquée, et puis des interneurones qui se greffent là-dessus, dont le développement va être aussi par étapes, une activité spontanée qui va mettre en place ces protocircuits somatostatines, et l'activité spontanée et évoquée qui va permettre d'inclure ou de moduler ces neurones qui vont réguler l'inhibition périsomatique, et c'est la maturation de l'inhibition qui va permettre de décorréler complètement l'activité et de rentrer dans une phase de transition vers un système plus mature qui pourra répondre à des périodes critiques de plasticité aiguë et transitionner vers un système de codage fin de l'activité et de l'apprentissage. Alors bien sûr, toutes ces phases précoces, c'est quelque chose qui est très nouveau, qu'on essaye de comprendre, qui sont encore en construction. Bien sûr, l'activité, par la suite, va continuer à moduler les circuits, et il y a énormément de choses dont je n'ai pas parlé. La myélinisation va pouvoir dépendre de l'activité. La mise en place de différents types de connexions horizontales va dépendre de l'activité, etc. Mais c'est, entre guillemets, c'est une autre phase, et cette phase précoce est en train d'émerger comme un acteur important dans la construction des circuits et montre vraiment que l'activité, avec des origines diverses, fait partie de la construction du cerveau, qui est donc non pas une machine qui répond à l'activité, mais une machine qui se construit en harmonie avec une activité qu'elle peut en partie générer et avec laquelle elle peut s'adapter en fonction du contexte pour faire une adaptation au corps et ensuite une adaptation à l'environnement. Voilà, c'est la fin pour cette année. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à l'année prochaine.